Le 18 novembre 1978, plus de 900 personnes sont mortes en moins d'1 heure. Des hommes, des femmes, des centaines d'enfants. Pas des fous, pas des marginaux, des gens comme vous et moi. Et la plupart d'entre eux ont choisi de mourir. Et le pire, c'est que si vous aviez été là, vous l'auriez probablement suivi aussi. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la secte du Temple du Peuple et de Jim Jones, le pasteur combattant pour l'égalité raciale qui a entraîné ses fidèles avec lui dans la mort. Alors pour retracer d'abord un petit peu son parcours, qui est ce fameux Jim Jones? Eh bien il est né le 13 mai 1931 à Crête, dans l'Indiana aux États-Unis. Son père, qui s'appelait James, était un vétéran de la Première Guerre mondiale qui vivait de ses allocations d'invalidité suite à une attaque chimique au gaz pendant le conflit. C'est un homme émotionnellement absent qui ne montre pratiquement aucune affection envers son fils. La mère de Jim, elle s'appelle Lynetta. Elle est plutôt du genre libre, elle ne croit en rien, pas même à ce qu'elle appelle le dieu du ciel pour parler de toutes les divinités du monde, ce qui pour l'époque est particulièrement mal vu, surtout pour une femme. Parce qu'avoir des opinions propres et penser librement font évidemment d'elle la marginale du quartier. Les habitants de la ville évitent de lui parler, on déconseille même d'aller chez elle. Alors elle reste dans son coin, elle travaille beaucoup. Elle n'a pas vraiment l'instinct maternel non plus, elle n'a jamais vraiment manifesté d'ailleurs l'envie d'avoir un enfant. Pourtant, elle tombe enceinte et elle va donner naissance à son fils unique, James Warren Jones. Il va donc grandir avec un père qui est distant, une mère qui n'a jamais vraiment voulu être maman. Ça commence pas terrible. On est au lycée et alors que ses camarades s'habillent avec des pantalons usés, des chemises, tout ce qu'il y a de plus classique, Jim, lui, il porte tous les jours une chemise blanche impeccablement repassée et un pantalon qu'on appelle à l'époque le pantalon du dimanche. C'est une tenue qui est normalement réservée à l'église ou aux grandes occasions, mais aux yeux, évidemment, des autres élèves, Jim renvoie l'image d'un adolescent qui est prétentieux, qui se prend pour quelqu'un d'important. Côté sport, il est pas du tout doué, il déteste perdre, et pour ne prendre aucun risque, il évite tout simplement de jouer avec les autres. Par contre, c'est un garçon particulièrement talentueux pour organiser et pour diriger. Il va créer sa propre équipe de baseball avec les jeunes du quartier, il va gérer lui-même les entraînements, les matchs, les règles. Lui, il joue très peu. Mais pourtant, il arrive à être le capitaine de l'équipe. On l'écoute, on le respecte, mais surtout, interdiction de le contredire. C'est important pour la suite, parce que dès l'enfance, on a un Jim qui ne brille pas par son talent, mais par sa capacité à rassembler d'autres personnes autour de lui. Il aime le pouvoir qu'il a sur les autres. À cette période, notre Jim, il s'intéresse de très près à la religion. Il organise très souvent de petites cérémonies funéraires pour des animaux morts qu'il ramasse. Il fabrique ensuite des croix en bois pour marquer les tombes improvisées dans le jardin. Et Bible à la main, il tient de véritables sermons devant les corps inertes des animaux. Parfois, il va même demander à ses camarades d'y assister, mais la plupart du temps, les autres enfants refusent. Hors de question de participer évidemment à ce genre de mise en scène organisée par ce garçon étrange, visiblement un chouïa obsédé par la mort. Jim finit donc souvent par mener ses rituels seul, le plus souvent frustré et en colère de ne pas avoir réussi à rassembler d'autres enfants autour de lui. Au niveau de son temps libre, il va l'occuper à explorer les différentes églises de la ville. Il en visite autant qu'il le peut, il s'intéresse à ce qu'on y prêche et cherche à apprendre le plus possible sur les différentes croyances et courants religieux qui existent. Il cherche aussi la bonne, celle où il se sentira à sa place, celle qui prône des idées auxquelles il peut vraiment croire. Partout où il va, il emporte sa Bible. Parfois, il se rend dans le centre-ville, là où la plupart des habitants font leurs courses, pour parler de religion en passant. À l'âge de 17 ans seulement, il va décrocher un emploi au Reid Memorial Hospital de Richmond comme aide-soignant. Il va s'occuper de nettoyer le vomi, le sang, aider à déplacer les patients vivants ou morts et gérer les déchets médicaux des plus classiques aux membres amputés. Et malgré le caractère extrêmement pénible de la tâche, Jim s'épanouit au point de vouloir se lancer dans la médecine. Il s'inscrit à l'Indiana University, mais il ne terminera pas son cursus. Pendant ce temps, il va travailler toujours à l'hôpital et il y rencontre une étudiante infirmière qui s'appelle Marceline. Tous les deux s'entendent très bien. Marceline, qui a elle aussi été élevée dans une famille pieuse, croit profondément en un Dieu et en la charité chrétienne. Elle est tout de suite attirée par ce jeune homme bienveillant qui lui donne l'impression de mettre tout le monde sur un pied d'égalité et de dévouer sa vie à aider les autres. Après s'être fréquentés quelque temps, il se marie le 12 juin 1949. Mais juste après leur union, Jim enlève le masque et lui avoue ouvertement qu'il ne croit pas en Dieu. En tout cas, pas en un Dieu juste et aimant. Si un tel Dieu existait, il ne permettrait pas tant de souffrances humaines. Il cite d'ailleurs
Karl Marx et sa maxime « la religion est l'opium du peuple » pour illustrer son propos. Toutes ces croyances ne serviraient qu'à endormir les masses face à l'injustice sociale, raciale et économique. Mais la foi a un avantage, et pas des moindres, c'est un outil puissant, un moyen stratégique pour rassembler des croyants vulnérables, pour promouvoir ses idées et surtout pour gagner en pouvoir et en contrôle. Alors pour sa femme, vous vous en doutez, c'est évidemment un choc. Elle qui pensait avoir épousé un partenaire pieux, apprendre qu'il est en réalité athée, eh bien ça la dévaste. Le sujet va créer de grosses tensions au sein du couple, au point qu'une fois Marceline lui lance un verre dessus alors qu'il était en train de hurler sur la Bible. Jim se sert de cette confession pour tester Marceline. Lui est-elle loyale au point de l'aimer comme il est vraiment, ou est-ce qu'elle va le rejeter? Étonnamment, Marceline, blessée mais idéaliste, finit par tolérer la situation. Elle accepte le fait que Jim utilise la religion différemment, et ce parce qu'il le fait pour une cause plus grande, celle d'éveiller les consciences et de défendre une société plus juste. Alors elle reste à ses côtés, et elle l'accompagne même dans les églises afro-américaines de leur ville. Jim s'y sent beaucoup plus à l'aise. L'atmosphère est plus souple et beaucoup moins ennuyeuse. On danse, on chante, on saute, tout le monde passe un bon moment sans donner l'impression d'être obligé d'être là. Alors il est séduit par ces églises, et rapidement, il comprend que c'est là qu'il doit être. L'église dont il finit par devenir membre l'accueille, lui et sa femme, à bras ouverts. En 1952, et alors qu'il a seulement 21 ans, il est même engagé comme pasteur assistant pour ce clergé. Enfin, il a trouvé sa vocation. Excite la médecine, désormais il veut devenir pasteur. Il garde ce poste pendant environ 1 an et finit par s'impatienter. Ça va pas assez vite pour lui, il veut plus être guidé, lui ce qu'il veut c'est créer, il veut inspirer, alors il va créer sa propre congrégation. Et il aime cette liberté. Il peut prêcher ce qu'il veut, sans qu'on lui dise ce qu'il doit faire ou non. Dans son église, Jim mélange le christianisme, la spiritualité New Age et les discours très engagés sur l'égalité raciale et l'aide aux plus pauvres. Un combo qui attire de nombreux fidèles. Sa congrégation devient rapidement populaire pour une chose assez rare à l'époque. Blancs et afro-américains y prient ensemble. Parce qu'il faut bien se rappeler que dans les années 1950, la plupart des paroisses sont encore séparées selon la couleur de peau. Mais Jim, lui, il rejette cette idée. Pour lui, tout le monde doit être accueilli de la même façon. Et là-dessus, on est d'accord, il a raison. Sa femme Marceline travaille à ses côtés. C'est elle qui gère toute la paperasse, elle établit le planning sur les sujets à aborder chaque dimanche. Le succès de l'église est tel que le local utilisé pour accueillir les fidèles devient rapidement trop petit. C'est un petit bâtiment en bois qui se trouve dans un quartier très modeste, mais la communauté qui fréquente le lieu a de faibles revenus. Impossible donc pour lui de demander à ses membres de l'argent ou des dons pour dénicher un endroit plus grand. Il lui faut donc trouver un autre moyen. Et la solution, Jim va la trouver dans la mise en scène de guérisons spectaculaires. Lors des offices, il commence à interpeller des fidèles dans l'assemblée. Il leur demande ce qui ne va pas, puis prétend pouvoir faire disparaître leur douleur. Un mal de tête, une toux persistante. Il lui suffit de poser ses mains sur le ou la malade, de prononcer quelques mots et d'annoncer publiquement que la personne est guérie. Au début, on constate qu'il est quand même relativement prudent. Il choisit des problèmes difficiles à vérifier, des choses que personne ne peut vraiment contredire sur le moment. Personne ne peut confirmer immédiatement que le mal est véritablement guéri ou non. Et petit à petit, eh bien la rumeur de ces prétendus miracles vont faire le tour de la ville. On parle d'un pasteur capable de faire disparaître des douleurs et des maladies. Des curieux viennent voir par eux-mêmes. Ils amènent des amis, des voisins et des malades désespérés. Face à une foule de plus en plus grande, Jim annonce avec beaucoup d'assurance que la personne est guérie grâce au pouvoir que Dieu lui aurait accordé. Il met beaucoup d'énergie dans ces moments-là pour transformer chacune de ses interventions en un véritable spectacle. Pendant les offices, vous vous en doutez, il va faire passer des paniers de collecte. Comme on peut s'en douter évidemment, plus il y a de monde, plus il y a de dons. Donc, plus il y a d'argent. Vous l'avez compris. Alors pour gagner encore plus, Jim se fait inviter dans d'autres églises pour toucher un nouveau public. Par contre, ce qu'il sait à ce moment-là, c'est que dans ces nouvelles congrégations, où personne ne le connaît encore, les fidèles ne croiront pas immédiatement à ces fameuses guérisons. Alors pour renforcer la crédibilité de ces démonstrations, il met en place un système bien rodé. Certains membres de sa propre église l'accompagnent lors de ses déplacements et se mêlent au public. Au moment voulu, ils interviennent dans l'assemblée en avançant souffrir d'un problème de santé, puis déclarent avoir été guéris grâce à l'intervention de Jim. Pour les spectateurs qui assistent à la scène, tout semble confirmer que ces guérisons sont sérieuses. Et ces fameuses mises en scène, mes chers amis, eh bien elles fonctionnent. Alors Jim cherche désormais des guérisons plus spectaculaires.
Et il va, tout bonnement, commencer à parler de maladies beaucoup plus graves, allant jusqu'à dire qu'il peut guérir le cancer. À nouveau, un complice placé dans le public intervient au moment voulu pour raconter son histoire. Il souffrait d'une maladie grave et incurable, mais après l'intervention de Jim, tout ça n'est plus qu'un lointain souvenir. Plus la maladie guérie est grave, plus il impressionne, plus on assiste à ses offices et plus il gagne évidemment un maximum de moula. Grâce à ça, il peut finalement acheter un bâtiment beaucoup plus grand, capable d'accueillir jusqu'à 700 fidèles. Au départ, l'église porte le nom de Community Unity. Mais le nouveau bâtiment qu'il achète est une ancienne synagogue et le mot temple est déjà gravé dans la pierre juste à l'entrée. Celui qui se fait désormais appeler le prophète décide alors d'adopter un nouveau nom, le temple du peuple. Ici, tout le monde peut venir et son objectif désormais, c'est d'intégrer les communautés afro-américaines dans la ville. Là où la plupart des restaurants ou des cafés refusent de servir les membres de cette communauté, Jim, lui, est convaincu que chacun doit être traité de la même manière. Pour ce faire, eh bien, il va se rendre avec plusieurs adeptes, en choisissant bien sûr un groupe volontairement mixte. Il va aller dans des restaurants, dans des commerces tenus par des blancs, afin de contester ces pratiques. Beaucoup de propriétaires refusent d'abord de les servir et disent clairement ne pas vouloir de clients noirs dans leurs établissements, mais face à ces refus, Jim et les membres de son église organisent alors des manifestations devant ces établissements. Ils restent sur place, avec leurs pancartes, jusqu'à ce que certains propriétaires finissent par céder et acceptent de servir tout le monde, quelle que soit la couleur de peau. Bon, pour les encourager à le faire, Jim promet quand même aux propriétaires qu'ils pourront compter sur le soutien de sa communauté, et il tient parole. Il distribue à ses fidèles des flyers sur lesquels figurent les noms des restaurants et des magasins qui acceptent de servir les Afro-Américains au même titre que les autres clients. Les membres de l'église sont encouragés à fréquenter en priorité ces établissements. Et les conséquences, eh bien, ne se font pas attendre. Les anciennes concernées voient leur fréquentation se multiplier par les fidèles du temple du peuple. Et ça aussi, ça se fait rapidement savoir. Non seulement Jim est un guérisseur hors pair, mais coopérer avec lui pourrait bien en plus attirer la fortune. Les membres du temple du peuple deviennent pour certains commerçants une clientèle très précieuse. Pendant toute sa quête de pouvoir et d'égalité, Jim et sa femme ont un enfant, Stephen Gandhi Jones, né le 1er juin 1959. Mais ils ont aussi adopté 5 autres enfants de nationalités et d'origines différentes. Il y a Agnès Pauline Jones, une petite américaine métisse amérindienne, Stephanie Jones, une jeune coréenne qui meurt malheureusement dans un accident de voiture, sa sœur Suzanne et James Warren Jones Jr., un afro-américain. Jim et sa femme deviendront d'ailleurs le premier couple blanc d'Indiana à adopter un enfant afro-américain légalement. Ils appellent leur famille la Rainbow Family, parce qu'elle représente pour eux un symbole concret de leur combat pour l'égalité raciale et devient une vitrine du mouvement à venir. Et tant qu'on parle d'origine, eh bien je me permets de vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est MyHeritage. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui va vous faire sourire. Vous savez, dans ma famille, s'il y a bien un truc qu'on m'a toujours répété, surtout ma mère, qui adore le dire à chaque personne qu'elle rencontre, c'est oui, nous on est italiens, on vient d'Italie, moi l'Italie. Elle n'arrête pas. C'est vraiment une fierté familiale à ce stade. Genre c'est acté, on ne se pose même pas la question. Et donc un jour, par curiosité, je me suis dit, et si on allait creuser un peu plus loin? J'ai utilisé MyHeritage, qui est un site absolument génial pour découvrir l'histoire de ta famille et construire ton arbre généalogique. Alors ils ont des milliards d'archives, actes de naissance, de décès, registres officiels, documents militaires, c'est une vraie mine d'or. Et là, en remontant mon arbre généalogique, je me rends compte que je ne suis pas principalement italienne, comme on me l'a aujourd'hui. Bon, je sais évidemment que je suis en partie belge, mais j'ai tenu à lui rappeler que je suis également espagnole. Et ça, personne ne le répète assez souvent. C'est vraiment le genre de choses où tu dois un petit peu taper du poing sur la table. Et ça, en fait, eh bien, j'ai pu lui prouver grâce à MyHeritage, parce que j'ai cette génétique espagnole grâce à mon grand-père du côté paternel. Oui, je peux vous dire qu'il y a un bon nombre de Garcia et de Diaz. Et c'est exactement ça que j'adore avec MyHeritage. Le site, eh bien, il te guide hyper simplement. Tu commences par ce qu'ils appellent le Magic 7, tes parents et tes grands-parents, et à partir de là, eh bien MyHeritage peut te proposer des correspondances, des branches entières de ton arbre, parfois même en un clic. Et il y a aussi un truc que je trouve complètement fou, tu peux coloriser, restaurer et même animer de vieilles photos. Voir un ancêtre par exemple qui prend vie, qui bouge, qui te regarde, c'est vraiment une expérience à part. Alors en ce moment, MyHeritage propose 14 jours d'essai gratuit. Franchement, en 2 semaines, t'as déjà largement le temps de découvrir des trucs complètement dingues sur ta famille. Alors si toi aussi, tu as envie de vérifier tout ce que ta famille t'a raconté sur tes origines, ou si tu as juste envie de savoir ce qu'il y a vraiment derrière, eh bien, je te mets le lien dans la description. Moi, clairement, je peux vous le dire, je vais continuer à fouiller.
Nous sommes maintenant en 1965. Toute la famille déménage à Ukiah, en Californie, et investit dans un nouveau lieu pour le temple du peuple. Une 60aine de membres de l'église les suivent là-bas. Mais 4 ans plus tard, et force est de constater que l'église de Jim ne connaît pas du tout le même succès qu'à Indianapolis, l'homme est frustré et déprimé. Et pour ne rien arranger en plus, son mariage avec Marceline bat de l'aile. Marceline souffre de problèmes de dos qui l'immobilisent une bonne partie de la journée, et ça l'empêche de satisfaire les besoins de son mari. Il ne contrôle plus rien, il n'a plus le pouvoir qu'il convoitait tant, alors il va entamer une liaison avec une jeune membre de son église, Caroline Moore Layton. Elle a 23 ans et lui en a 34. Pourtant, cette relation va à l'encontre de tout ce qu'il prêchait jusque-là. Selon lui, l'infidélité est un péché. Pour éviter que ses fidèles l'apprennent, eh bien, il va décider de tout dire à Marceline. Il la rassure, il l'aime, il veut rester avec elle. Mais cette jeune femme lui apporte ce que sa femme n'est plus en mesure de lui donner. Il tourne cet aveu en sorte que Marceline accepte la situation. Et vous savez quoi? Eh bien, ça marche. Libéré du poids de la culpabilité, ou en tout cas de la peur que son image soit entachée par cette liaison, Jim s'empresse d'aller annoncer la nouvelle aux autres membres de l'église. Ce n'est pas n'importe quelle nouvelle, c'est tout de même un fait qui va complètement à l'encontre de ses principes. Mais comme la parole vient de Jim, toute la communauté comprend et soutient ses décisions. Après ça, l'église connaît beaucoup de hauts et de bas au fil des années, mais Jim continue de faire grandir sa nouvelle congrégation avec ses fameuses guérisons miraculeuses. Et en à peine 5 ans, il réussit de nouveau à réunir des milliers de fidèles. En parlant de fidèles, vous êtes d'ailleurs plus de 900 000 à suivre cette chaîne. Et tel le Messie de 2026, j'aimerais beaucoup atteindre le 1 million d'abonnés avant la fin de l'année. Donc si vous voulez faire grandir les rangs de cette belle communauté de fanatiques, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. En mars 1970, et avec désormais une communauté de fidèles conséquente, Jim gagne très bien sa vie. Chaque membre donne énormément à l'église et tout cet argent va directement dans les poches de notre bon vieux Jim. Il l'utilise pour voyager à San Francisco, à Los Angeles, avec certains de ses adeptes, pour partir à la rencontre d'autres personnes. Là où il passe, il monte des scènes temporaires, où il donne des sermons pendant lesquels il guérit des malades et vend des photos de lui pour 5 $. C'est tellement impressionnant qu'on parle rapidement de lui dans tous les états où il passe. Pendant ses sermons, Jim prend soin de demander aux spectateurs de remplir des formulaires avec leur nom et leur adresse, comme ça ensuite, il pourra les recontacter. Grâce à ça, il va leur envoyer des petites brochures sur toutes les guérisons accomplies, sur les événements à venir, et même s'il ne leur demande pas encore d'argent, il leur fait comprendre qu'ils peuvent le faire, évidemment. Et encore une fois, vous savez quoi? C'est une réussite. Ses correspondants lui envoient des dons constamment. Avec la croissance de ses revenus, Jim Jones ouvre des boutiques solidaires. On peut y déposer des articles dont on n'a plus besoin pour qu'ils soient revendus à des prix dérisoires. Il y engage des membres du temple du peuple qui se mettent aussi à servir des repas gratuits dans les quartiers défavorisés. L'un des programmes les plus impressionnants permet à des étudiants qui n'en ont pas les moyens de s'inscrire à l'université. Le temple du peuple utilise ces dons pour financer leurs livres et leurs frais d'inscription. Il achète aussi des maisons qu'il transforme en résidences universitaires dans lesquelles les étudiants sont logés et nourris gratuitement. Avec le temps, le Temple du Peuple ouvre de nouvelles implantations à San Francisco et à Los Angeles. Des membres de la communauté sont envoyés sur place pour y travailler et représenter le mouvement. Des jeunes et des célibataires déménagent en colocation chez des adeptes. Certains vendent même leur maison pour donner leur argent au temple et emménagent dans des logements proposés par le mouvement. Jim achète à ce moment-là des propriétés pour créer des maisons partagées pour les personnes âgées et les enfants handicapés. Mais à mesure que l'organisation s'étend, Jim ne peut plus surveiller directement tout ce qui s'y passe. Pour maintenir son influence, il va commencer à alimenter un climat de peur parmi ses fidèles. Il leur explique que des groupes racistes cherchent à faire fermer leurs églises et qu'ils pourraient être pris pour cible. Pour lui, il n'y a désormais que 2 groupes possibles. Ceux qui soutiennent le temple, qui sont considérés comme des alliés, et ceux qui le critiquent, désormais vus comme des ennemis. Les adeptes doivent désormais prouver leur loyauté en respectant des règles de plus en plus strictes. Aller au cinéma? Terminé. On ne donne pas son argent au divertissement, on le donne à l'église. Les relations amoureuses sont déconseillées, c'est une distraction, et l'énergie comme l'attention doit être exclusivement consacrée au temple. Les couples qui rejoignent l'église peuvent rester ensemble, mais leur temps commun est limité par les corvées et les devoirs au sein de la congrégation. Tous font absolument tout ce que Jim leur demande, en partie parce qu'ils croient sincèrement au mouvement et à ses objectifs,
Ils achètent aussi une flotte de bus, on en compte environ une douzaine pour organiser des tournées entre San Francisco, Los Angeles puis Seattle. En chemin, il fait quelques apparitions dans différentes églises pour épater les plus sceptiques avec ses pouvoirs de guérison et pour continuer sa quête de l'égalité. Pour pousser l'expérience le plus loin possible, il va même jusqu'à cibler des personnes qui ignorent être malades. Cette fameuse technique, eh bien, elle s'inspire en partie de certains prédicateurs pentecôtistes très populaires de l'époque, comme par exemple William Branham, que Jim admire beaucoup. L'homme est connu pour ses guérisons spectaculaires, au cours desquelles il assurait recevoir des révélations divines sur les maladies des personnes présentes à ses séminaires. Il annonçait alors publiquement leurs souffrances avant de prétendre les guérir. Jim, il va reprendre ce principe et il va l'adapter à ses propres sermons. Il appelle une personne au hasard, dont son nom a été écrit sur une fiche, et à son arrivée sur scène, il lui explique qu'elle ne le sait pas encore, mais qu'elle est atteinte d'un cancer. Une fidèle est alors appelée pour intervenir devant l'assemblée et participer à la démonstration. Bien sûr, c'est une complice du temple que Jim choisit en fonction de leur loyauté au mouvement, tour à tour. Il joue soit le rôle d'infirmière, voire même le rôle de malade. Dans ce cas-là, elle doit réaliser un prélèvement dans la gorge du malade pour que le miracle se produise. L'invité ouvre la bouche et avant de procéder à la collecte, l'infirmière y laisse tomber discrètement un petit morceau de foie de poulet qu'elle cache dans sa main. Forcément, à ce moment-là, le patient se met à tousser, il recrache le morceau, surpris de sentir quelque chose dans sa gorge. L'infirmière le récupère et elle le montre à la foule pour prouver qu'il s'agit du cancer qui vient d'être arraché. Jim intervient aussitôt avec beaucoup d'émotion pour lui annoncer que ça y est, sa vie est enfin sauvée. C'est impressionnant pour tous les spectateurs présents et il ne fait aucun doute que la guérison est on ne peut plus vraie. Avec un tel miracle, beaucoup veulent eux aussi rejoindre le mouvement pour tout ce que le temple est en mesure de leur offrir. Le succès est grandissant. L'argent, le pouvoir, Jim atteint des sommets. Une célébrité qui le pousse dans les excès. Il va commencer à consommer de la drogue et entre dans un cercle vicieux au point de devoir prendre des pilules et différents stimulants pour rester actif la journée et avale des sédatifs le soir pour réussir à dormir. Se procurer ces médicaments n'a rien de compliqué pour lui. Des membres de la communauté sont médecins et, bien évidemment, ils acceptent de lui délivrer des ordonnances sans poser aucune question. Au début, Jim arrive à cacher sa dépendance à son entourage. Mais les effets deviennent rapidement visibles. Il se montre de plus en plus colérique, ses yeux sont souvent rouges et larmoyants. Alors pour le cacher, il va commencer à porter des grandes lunettes de soleil, de jour comme de nuit. Il va expliquer ça en racontant à ses fidèles que ses pouvoirs sont si puissants, que l'énergie sacrée rayonne autour de ses yeux. Si quelqu'un croise son regard, il serait instantanément brûlé et tué. Oui. Voilà. On ne relèvera pas. Il peut pas non plus cacher son changement de comportement. Alors au début, Jim, qui renvoyait cette image d'un homme gentil, attentionné, sincère, désireux d'aider les gens, mais là, très clairement, depuis qu'il consomme de la drogue, il est méchant, possessif, paranoïaque, et ça tout le monde le ressent. Alors dans ses sermons, il va prétendre que le gouvernement est un danger pour la communauté du temple. Le FBI et la CIA intercepteraient les lignes téléphoniques de l'église et il demande à chacun de rester en alerte pour anticiper une éventuelle attaque. Mais il les rassure. Tant qu'ils resteront soudés, ils seront protégés. Certains, dont ceux qui lui ont fourni les ordonnances, font le rapprochement. Mais de manière générale, personne ne remet en question ni ce qu'il est, ni les décisions qu'il prend, surtout quand il s'agit de protéger leur vie. Probablement aussi parce qu'ils considèrent Jim et sa femme comme leur propre famille. La relation qui se crée avec le temple devient très fusionnelle. Et les adeptes appellent même Jim et Marceline « Mom and Dad ». Ils sont unis contre le reste du monde, prêts ensemble à affronter les ennemis, les persécutions, le racisme, le capitalisme, le gouvernement et toutes les forces qui, selon Jim, menacent leur famille et leur vision d'un monde juste et égalitaire. Et parce que leur image doit refléter leurs principes, Jim et Marceline adoptent un mode de vie très simple. Ils ne conduisent pas de voiture neuve, mais un vieux break abîmé. Ils n'achètent presque jamais de vêtements neufs la plupart du temps. Ils se servent dans les magasins de seconde main gérés par l'église. Tous les deux veulent se sentir égaux face à leurs fidèles et montrer que tout l'argent collecté sert uniquement à la communauté et aux causes qu'ils défendent. Mais en parallèle, les problèmes de drogue de Jim s'aggravent et avec eux, son comportement change encore un peu plus. S'il n'affiche pas l'image d'un homme supérieur aux autres, il enchaîne les liaisons avec d'autres membres, convaincu qu'il doit multiplier les relations pour se prouver sa propre puissance. Jim finit par croire que toutes les femmes de la communauté, quel que soit leur âge, sont attirées par lui, qu'elles l'expriment ou pas. Progressivement, de nombreuses femmes de son entourage proche deviennent ainsi ses partenaires sexuels.
Et dans l'esprit de certaines, avoir une relation avec Jim finit même par être perçu comme une forme de devoir sacré envers lui et envers le temple. Une forme de preuve de loyauté envers leur sauveur. À cette période, il faut savoir que Jim Jones gagne en influence dans la vie politique progressiste de San Francisco. Il n'est plus seulement un leader religieux marginal, son mouvement représente désormais une force électorale capable de peser dans certaines élections locales. En 1975, le candidat démocrate progressiste George Moscone se présente à la mairie de San Francisco. Jim mobilise alors une grande partie des membres du temple pour faire participer des milliers de fidèles. Ils font du porte-à-porte, distribuent des tracts, collent des affiches et transportent même des électeurs jusqu'au bureau de vote le jour de l'élection. George Moscone remporte finalement le scrutin de justesse. En remerciement, il nomme Jim Jones en 1976 à la commission chargée du logement public de la ville. Jimmy occupe officiellement un poste, dispose d'un bureau et participe aux décisions concernant les politiques de logement destinées aux populations les plus pauvres. Un poste qui lui permet aussi de se rapprocher de certaines personnalités du mouvement progressiste, notamment Harvey Milk. C'est le futur premier élu ouvertement homosexuel des États-Unis qui voit en lui un leader communautaire capable de mobiliser les minorités et les populations défavorisées. Donc, aux yeux des habitants, le Temple du Peuple a une image positive et inspirante. C'est une organisation active auprès des plus démunis, engagée contre le racisme et impliquée dans d'importants programmes d'aide sociale. Jim Jones est même invité dans certaines émissions de télévision et reçoit des récompenses pour son investissement. Mais cette visibilité attire aussi l'attention. Peu à peu, des critiques apparaissent et certains témoignages commencent à évoquer des abus, des pressions sur les membres et pire, des guérisons truquées. En août 1977, un article du magazine New West révèle plusieurs accusations graves. Pour Jim, c'est l'heure de prendre la poudre d'escampette. Alors il imagine un projet beaucoup plus ambitieux que ce qu'il a fait jusque-là. Celui d'accueillir ses fidèles dans un endroit entièrement à eux, une sorte de terre promise où ils seraient enfin en sécurité et libres, à l'abri des menaces qu'il dit venir du gouvernement américain. Quelques membres de la communauté sont alors envoyés à l'étranger pour trouver un lieu capable d'accueillir cette future mission. Et en octobre 1973, leur choix se tourne sur le Guyana, en Amérique du Sud. Le pays présente plusieurs avantages. Sa capitale, Georgetown, est un port accessible par bateau depuis Miami. Mais surtout, Jim recherche un isolement total pour sa communauté. Et le Guyana s'y prête parfaitement. À l'époque, le territoire compte environ 850 000 habitants, mais la grande majorité vit le long de la côte atlantique. L'intérieur des terres est recouverte d'une jungle dense, sans route, exactement le type d'endroit que Jim imagine pour installer sa colonie. Il promet à ses fidèles que la terre promise sera l'endroit parfait pour échapper à la loi martiale américaine et aux camps de concentration qui, selon lui, vont bientôt s'installer. Et le temps est compté, parce que les agences gouvernementales vont bientôt débarquer avec des armes pour tous les tuer. Oui. En mai 1977, la communauté du Temple du Peuple s'installe dans ce nouveau camp au cœur de la jungle. Le lieu prend rapidement le nom de Jonestown, en référence à Jim Jones lui-même. Alors que le camp est encore en construction, Jim entretient l'attente autour du projet auprès des membres de la communauté. Il explique que le site est en construction et encourage ceux qui le souhaitent à économiser pour pouvoir s'y installer un jour. Certains décident de rester aux États-Unis, d'autres, en revanche, décident de partir pour rejoindre la colonie, convaincus par le discours de Jim et la promesse d'une vie meilleure. À l'ouverture du camp, les fidèles commencent à arriver depuis les États-Unis. Des bungalows sont construits pour les loger, mais ils sont loin d'être suffisants pour accueillir les centaines de personnes qui rejoignent le camp. Beaucoup de nouveaux arrivants doivent donc participer eux-mêmes à la construction des logements supplémentaires. Mais tous viennent avec un seul et même objectif, bâtir une communauté isolée et autosuffisante où les adeptes du temple pourraient vivre et travailler ensemble. Là-bas, vous vous en doutez, Jim contrôle absolument tout. Aucune culture n'est plantée et aucun outil n'est acheté sans son approbation. Si ses fidèles voulaient être en couple et flirter, ils doivent d'abord demander la permission. Si des couples veulent se séparer, il faut obtenir à nouveau l'autorisation. Tout le courrier entrant est ouvert et lu avant d'être remis à son destinataire. Le courrier sortant est lui aussi censuré. Si une lettre dit quoi que ce soit de négatif sur Jonestown, même indirectement, elle n'est pas envoyée. Si on y lit « Il fait chaud », « Je suis fatigué » ou « Il n'y a pas assez de maisons », elle est réécrite pour renvoyer une image parfaite de la vie à Jonestown. Il n'y a bien évidemment aucune intimité,
Beaucoup des bungalows sont surpeuplés, des fidèles continuent d'affluer sans qu'il y ait d'endroit pour les loger, l'eau disponible pour les douches est très limitée et pas question d'en profiter pour s'hydrater parce qu'elle est polluée. Jim, lui, loge dans une cabane bien plus agréable avec sa femme et quelques-unes de ses maîtresses. Il possède un générateur qui alimente un réfrigérateur et quelques ventilateurs pour rafraîchir sa chambre dans laquelle se trouve un lit bien confortable. Il possède également un système de radio installé dans cette pièce qui fonctionne comme un interphone et qui lui permet de faire des annonces à l'extérieur. Il n'a même plus besoin de quitter son bungalow pour s'adresser à ses disciples. L'organisation quotidienne, elle repose sur un groupe restreint qu'on appelle la Planning Commission. Il s'agit d'un cercle très fermé, composé d'une vingtaine de membres, choisis évidemment par Jim, pour leur loyauté absolue. La plupart sont des femmes instruites, qui occupent aussi des fonctions de secrétaire, d'assistante ou de conseillère proches de lui. Ces membres supervisent la distribution de la nourriture, organisent les journées de travail, contrôlent le courrier, surveillent les habitants et signalent à Jim le moindre comportement jugé suspect. Une plainte, une critique ou une envie de partir. En échange de cette fidélité, il bénéficie de certains privilèges, comme de meilleures conditions de logement, davantage de nourriture et moins de travail physique. Ce système permet à Jim de maintenir un contrôle permanent sur la communauté. La Planning Commission devient en quelque sorte ses yeux et ses oreilles dans tout le camp. Ceux qui expriment un doute ou un mécontentement savent que l'information peut rapidement remonter jusqu'à lui, avec le risque d'être réprimé. Ces sanctions prennent souvent la forme de confessions publiques, dans lesquelles l'accusé doit reconnaître ses fautes devant des centaines d'autres personnes. Jim commente ensuite la situation devant toute l'assemblée et décide de la sanction. Why is it this way you do this? I saved you from worse than death. That I was just pissed at the time. I don't think you'll change where you're going. I mean, I know you're gonna kick my ass, but really, John, get out of the way. Let the seniors have it. You punk, you goddamn gangland punk! You cause us trouble week after week, month after month. Got my blood pressure rolling, punk, motherfucker! Certaines personnes sont contraintes de présenter de longues excuses devant la communauté, parfois en larmes, pendant que les autres les blâment. D'autres sont envoyés travailler davantage dans les champs ou dans les cuisines du camp. Il arrive aussi que certains soient enfermés pendant un temps dans une petite pièce sombre utilisée comme cellule disciplinaire. Dans les cas les plus sévères, la punition peut aller jusqu'à des coups de fouet administrés devant les autres habitants. Pour financer cet énorme projet, Jim compte sur les chèques de sécurité sociale de ses adeptes. Ils arrivent par courrier, il les récupère et les encaisse. Mais l'argent vient vite à manquer. Même cumulé, il ne couvre pas tous les besoins. Pour éviter la faillite, les fidèles, qui donnent déjà tout ce qu'ils ont à Johnstone, se mettent à fabriquer des jouets sculptés dans du bois pour les envoyer à Georgetown afin d'y être vendus. Mais encore une fois, et même si ça rapporte un peu d'argent, ça ne suffit toujours pas. La nourriture commence à manquer et on se contente de sandwichs au beurre de cacahuètes et à la confiture pour économiser les ressources. Les boissons sont elles aussi restreintes. On boit surtout de l'eau ou du Flavor-Aid, qui s'apparente à du Kool-Aid, je sais pas si vous connaissez. C'est en fait une boisson sucrée en poudre aromatisée aux fruits qui a l'avantage non négligeable d'être très très bon marché, même si c'est catastrophique pour la santé. Voilà. Quiconque enfreint les règles et consomme plus que ce qui lui est autorisé est contraint de manger et dormir à l'écart du reste des fidèles. Ces marginaux doivent courir pour se déplacer d'un endroit à un autre et personne n'est autorisé à leur adresser la parole, ni même à les regarder. Pourtant, malgré tout ça, la population de Johnstown dépasse rapidement les 900 habitants. Tous les résidents sont alors tenus d'assister aux réunions organisées chaque nuit, pendant lesquelles Jim prend la parole pendant des heures pour commenter l'actualité américaine et internationale, avec, bien évidemment, sa propre lecture du monde, toujours sous couvert de sermons. Des rassemblements qui peuvent durer jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, puisque, rappelons-le, Jim, grâce à ses médicaments, arrive à rester éveillé toute la nuit. Mais ce n'est pas le cas de l'ensemble de la communauté, qui, elle, doit travailler jusqu'à 18 heures. Une musique est ensuite diffusée dans les haut-parleurs pour signaler la fin de leur journée et le début de la réunion. Une fois terminée, ils ne dorment que 2 à 4 heures avant de retourner à leurs tâches le lendemain aux aurores. Dans la pratique, la vie à Johnstown est extrêmement éprouvante. Les journées de travail durent généralement entre 10 à 12 heures, les enfants sont séparés de leurs parents et logés dans des dortoirs collectifs où ils sont élevés par des membres de la communauté. Eux aussi sont soumis aux mêmes sanctions que les adultes s'ils ne respectent pas les règles du camp. Épuisés et affamés, les adeptes peinent à avancer sur leurs travaux aussi vite que ce qu'espérait Jim. Ils sont de moins en moins enthousiastes et pour certains, de plus en plus malheureux. Mais aucun ne peut partir. Leurs passeports sont sous clé
Et tout quitter implique de financer soi-même son déménagement. Or, là-bas, rappelons-le, personne n'a plus un centime. Tout ce qu'il gagne est confisqué par Jim pour financer la colonie. Mais certains fidèles tentent quand même de filer en douce à pied dans la jungle. C'est le cas par exemple de Tommy Bogg, 16 ans, et de son ami Brian Davis. Avant de partir, ils ont volé de la nourriture et ont tenté leur chance en traversant les champs vers la jungle. Mais la nuit les force à rebrousser chemin. Sur le chemin du retour, ils sont rapidement accueillis par des gardes et sévèrement punis pour avoir essayé de partir. Très peu ont réussi en marchant des jours pour se réfugier dans des petits villages à quelques kilomètres de là. Deborah Layton Blakey, elle, a profité d'une mission à Georgetown pour demander l'asile à l'ambassade américaine. D'autres sont passés par Jim, qui a accepté quelques départs pour des raisons médicales, mais à la condition qu'il signe un contrat stipulant qu'il ne parlerait jamais contre l'Église au risque de subir des représailles. Ceux qui ont réussi à s'enfuir commencent alors à raconter ce qu'ils ont vécu et ce qui se passe réellement là-bas, jusqu'à en parler dans les médias. Leur histoire attire rapidement l'attention de la presse, les articles sur le sujet se multiplient et Jonestown fait désormais la une de nombreux journaux. De son côté, pour justifier ses exils, Jim raconte à ses fidèles que des troupes américaines venaient enlever les fidèles et que chacun devait se battre pour se protéger contre une attaque imminente. Ce qui en soi n'est pas complètement faux. À cause des articles qui se multiplient à son sujet et dont les membres n'ont pas connaissance, il sait que les autorités vont sûrement venir. Mais il déforme la vérité pour entretenir la peur chez ses adeptes en leur faisant croire qu'ils viendront pour les tuer. Les membres sont persuadés que s'ils quittent le temple du peuple, ils seraient internés dans des camps de concentration gérés par le gouvernement. Pour se préparer, de grandes quantités d'armes sont introduites clandestinement à Jonestown. Jim se construit une équipe de sécurité qu'il positionne tout autour du camp, censé servir de protection pour les habitants, mais aussi pour les empêcher de partir. Il n'hésite pas à menacer les adeptes eux-mêmes de leur tirer dessus s'ils ne respectent pas les règles. Nous sommes à présent en février 1978. Jim convoque toute la communauté pour une réunion d'urgence. Il annonce publiquement que des soldats arrivent pour attaquer Jonestown, que la CIA les ont repérés et qu'ils attaqueront dans quelques heures. Il est catégorique. Leur intention est de tuer l'ensemble des fidèles du camp, y compris leurs enfants. Pour échapper à ce terrible massacre, ils n'ont qu'une solution, disparaître avant qu'il n'arrive. Ils n'ont plus le choix. Alors quitte à ce que ça arrive, il est préférable de ne pas donner à l'ennemi le trophée qu'il est venu chercher. Ils doivent mourir avant qu'il ne passe les portes de la colonie. De grands récipients sont sortis et remplis d'un liquide sombre. Tout le monde est invité à faire la queue pour remplir un gobelet et le boire. Ce mélange a été créé pour tuer celui qui le boit en 40 minutes environ. Pendant que les fidèles boivent tour à tour le breuvage, Jim continue de prêcher sa bonne parole. Leur mort sera paisible et honorable. Quand tout le monde a bu son verre, Jim annonce finalement qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Il explique qu'ils n'ont bu que du Flavor Aid, qu'il n'y a aucun poison dedans, tout ça n'était qu'un test, pour vérifier si les membres du temple étaient réellement prêts à mourir pour la cause. Les fidèles qui ont obéi sont alors félicités pour leur loyauté. La tension retombe, on applaudit le courage des adeptes, et nombreux sont ceux qui se sentent fiers d'avoir réussi cette épreuve. Pour Jim, en revanche, c'est la consécration. Il sait désormais qu'il a le contrôle total sur eux. Ils sont prêts à mourir s'il leur demande de le faire. Aux États-Unis, les familles de ces adeptes qui vivent à Jonestown commencent à s'inquiéter et beaucoup implorent les autorités d'enquêter sur la colonie. En novembre 1978, un membre du Congrès américain, Leo Ryan, se rend au Guyana pour évaluer la situation au sein du Temple du Peuple. Il enquête sur les rumeurs selon lesquelles certains membres du mouvement seraient retenus contre leur gré et soumis à des violences physiques et psychologiques. Il arrive à Jonestown le 17 novembre et prévoit de repartir dès le lendemain. À son arrivée, tout est soigneusement préparé, les habitants se comportent de manière exemplaire afin de donner la meilleure image possible de la communauté. À la fin de la visite, Léo s'apprête à monter dans son véhicule et à rejoindre un petit avion à proximité pour rentrer aux États-Unis. Mais alors qu'il marche vers sa voiture, plusieurs résidents du camp lui demandent de les emmener avec lui. Léo accepte, les fait monter dans son véhicule et prend le volant. Au loin, la sécurité assiste à la scène. Persuadés que les adeptes ont été enlevés de force et certains que ce que Jim prétend depuis des années est en train de se réaliser, ils vont tirer sur la voiture pour empêcher les fuyards de partir. Léo et les fidèles parviennent quand même à s'échapper sans être blessés et à courir jusqu'à l'aérodrome de Port Kaituma. Malheureusement, un agent de sécurité les rattrape
et tire avant qu'il ne monte dans l'avion. 5 personnes sont tuées, dont Léo, ainsi que 3 journalistes. 11 autres sont blessés. Le jour même, vers 16 h, Jim convoque ses fidèles. Comme toutes les autres réunions, celle-ci est enregistrée. Il leur explique qu'il a tout essayé pour leur offrir la meilleure vie possible. Malheureusement, un grave événement s'est produit. Il ne raconte pas tout à fait ce qu'il s'est passé à l'aérodrome. Selon ses mots, une personne a été blessée, mais l'avion a décollé. À bord, un forcené menace d'abattre le pilote. Nul doute, l'avion va s'écraser dans la jungle. Quand ça arrivera, John Stone sera probablement tenu pour responsable. Les États-Unis vont se servir de cette excuse pour envoyer des troupes de parachutistes prêts à attaquer la colonie. Il n'y a pas de temps à perdre, l'assaut sera donné dans quelques minutes. Tout ce qu'il peut faire aujourd'hui pour sauver les enfants de l'esclavage et épargner les autres, c'est de leur donner ce fameux poison. Il dira ceci. Lay down your life with dignity. Don't lay down with tears and agony. We didn't commit suicide. We committed an act of revolutionary suicide protesting the conditions of an inhumane world. Sur l'enregistrement de cette réunion, on entend les cris des enfants et les pleurs des mamans. Jim, lui, se contente de répondre « Stop this hysterics. This is not the way for people who are socialists and communists to die. » Puis vient le moment de boire le vrai breuvage. Beaucoup supplient qu'on les laisse partir. Quelques personnes dans la file prient et remercient Jim pour tout ce qu'il a fait pour eux. Tous ingéreront le mélange empoisonné d'une façon ou d'une autre. Alertés par l'attaque qui s'est produite à l'aérodrome, des troupes de défense guyanaises se rendent à Johnstone le lendemain. En pénétrant dans l'enceinte de la colonie, ils découvrent l'horreur. Des centaines de corps sont inanimés sur le sol. Certains présentent des traces d'injection, probablement ceux qui ont refusé de boire et qui ont été maintenus de force pendant qu'on leur injectait directement. Le corps de Jim est quant à lui retrouvé affalé sur l'estrade de la salle de réunion avec l'une de ses maîtresses abattue d'une balle dans la tête. L'analyse toxicologique de Jim révélera des concentrations extrêmement élevées de plusieurs médicaments et substances, dont des barbituriques et des tranquillisants, à des niveaux considérés comme potentiellement mortels. Sur place, les autorités font une première estimation, 383 morts. L'information arrive rapidement aux États-Unis, des soldats américains sont envoyés sur place pour enquêter, les enquêteurs mettent la main sur plus de 60 000 pages imprimées, ainsi que plusieurs centaines d'enregistrements audio de réunions. Dans le bungalow de Jim, il retrouve environ 700 000 $ en espèces cachés dans des valises et des documents bancaires de compte sur lesquels étaient stockés plus de 7 millions de $. Et au fil de leurs recherches, ils découvrent de plus en plus de corps. Une semaine après la tragédie, le bilan s'élève à 918 morts, dont environ 300 âgés de 17 ans et moins. Il faudra des mois pour identifier les victimes. Quelques-unes l'ont été par leurs empreintes digitales ou par leur dossier dentaire, mais pour la plupart, les corps étaient trop dégradés à cause de la chaleur et de l'humidité de la région. 409 corps n'ont jamais été identifiés. Le cimetière d'Evergreen d'Oakland, en Californie, a proposé une fosse commune pour y mettre ces 409 inconnus, inhumés le 11 mai 1979. Après la tragédie, toutes les églises de Jim Jones ont été fermées et la fortune du temple a été saisie par le gouvernement pour indemniser les familles des victimes. Moins de 100 adeptes ont survécu au massacre, soit parce qu'ils ont expulsé le poison rapidement, soit parce qu'ils n'étaient pas à Johnstone ce jour-là. Et seules 2 personnes ont été jugées pour ce crime. Larry Layton, l'un des agents de sécurité du groupe qui a ouvert le feu à l'intérieur du petit avion à l'aérodrome, il a été reconnu coupable de complot et de complicité dans le meurtre de Leo Ryan et condamné à la prison à vie. Il a finalement été libéré en 2002 après avoir purgé 18 ans. Et puis il y a Charles Bakeman, un autre membre du temple. Il a plaidé coupable de tentative de meurtre sur une jeune fille blessée lors de la fusillade et a purgé une peine de 5 ans de prison sur place. Toutes ces personnes sont mortes parce qu'elles avaient peur. Qu'elles aient bu le poison ou qu'il leur ait été administré de force, elles étaient là parce qu'elles croyaient au plus profond d'elles-mêmes en un avenir meilleur. Jusqu'à la dernière minute, beaucoup étaient convaincus de faire ce qu'il fallait faire et que leurs gestes avaient un sens. Mais alors, serions-nous vraiment à l'abri si les mêmes promesses, la même peur et les mêmes sauveurs se représentaient aujourd'hui ? Si vous avez aimé cette histoire, eh bien je vous invite à aller regarder ma vidéo sur le cartel mexicain qui faisait des sacrifices humains dans l'espoir de devenir tout-puissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve également sur Spotify. N'hésitez pas, le lien est dans la description de cette vidéo. À très vite.